La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si on mettait un peu de magie dans nos desserts ? Christophe Appert, en plus d'être le chef pâtissier du Café Angelina, se définit comme un magicien. Et pour cause, selon lui, chaque dessert doit déclencher un « Wow, mais comment est-ce qu'il a fait ça ?» La recette parfaite pour cela, elle se déroule en 3 temps. Un beau visuel, une belle découpe et une dégustation où on a envie d'enchaîner les cuillères. Et la magie de Christophe ne s'arrête pas là. Il est capable de transformer chaque objet qu'il inspire en un fabuleux dessert. Dites-lui chaussure verte, il vous répondra Mont Blanc pistache. Corbeille à pain, table en bois, palette de peinture, encore des desserts. Et ça ne s'arrête jamais. Si ça c'est pas de la magie. Alors au menu de cet épisode, sa double expérience de peintre et pâtissier, comme un peintre mélange les couleurs, un pâtissier mélange les saveurs. Comment créer des desserts pour les autres pays, Asie, Moyen-Orient, etc., dans lesquels le Café Angelina est présent, qui respectent les saveurs phares de ces pays et l'ADN de la maison. L'impact d'Instagram sur sa pâtisserie et sa manière de créer. Et enfin ses conseils pour un Mont Blanc réussi. Bonne écoute! Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit ? Mon dessert préféré quand j'étais petit, c'était lors des ateliers goûter qu'on faisait quand on était en primaire. C'était souvent des 4 quarts, des madeleines. C'était souvent des gâteaux secs, un peu 4 quarts sur des bases d'ananas. C'est des trucs simples qu'on faisait souvent à l'école. Voilà, c'était un mélange de farine, de beurre, de sucre, d'œufs. Et puis bien souvent, la maîtresse avait des boîtes de conserve avec des ananas, des pêches. Donc on mettait ça dans des moules. Et puis nous, on coupait nos ananas et nos pêches. Et en fait, c'est venu de là, en fait, cette histoire de gâteau un peu assez facile à faire. Et j'en garde des très bons souvenirs, quoi. Et c'est trop bien, donc à l'école, tu faisais des gâteaux. Ouais, j'ai commencé par faire des gâteaux, mais dans mon esprit et quand mes parents ou maîtresses me disaient qu'est-ce que tu veux faire, Christophe, plus tard, je disais de la cuisine. Et j'ai commencé par la cuisine et après, voilà, quoi, j'ai bifurqué sur de la pâtisserie et je suis tombé un peu comme Obélix dans la marmite et j'en suis jamais sorti, quoi. À quel moment est-ce que tu as plutôt choisi la pâtisserie finalement ? Alors, en fait, je voulais, à travers mes passions, c'était beaucoup la cuisine, parce que moi, je suis issu de parents qui faisaient énormément de cuisine, que ce soit ma mère ou mon père. On était très marché le week-end, repas famille, avec cousins, cousines. Donc, c'était des repas à rallonge qui duraient des heures à des heures. Moi, quand on était petit et ado avec ma sœur, c'est le genre de truc qui nous saoulait un peu parce que ça durait pendant des heures et des heures. Mais j'étais souvent au fourneau, on dit au fourneau en cuisine avec maman ou papa pour éplucher des légumes, les tenir en jarre, pour que ça nous occupait, quoi. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui en termes de moyens de pouvoir s'évader, que je vois à travers mon fils, ce qu'il peut faire sur ordinateur ou avec son téléphone. Donc c'était des moyens de pouvoir nous occuper. Donc c'était en lien avec la cuisine et en fait j'y ai pris goût au fur et à mesure. Donc le dimanche matin, moi j'allais beaucoup avec mon papa ou ma maman sur le marché et ils s'inspiraient en fait. C'était pas l'époque où on prenait un livre de cuisine et on se disait on faisait ça. Non, c'était un peu je vois les produits au fil des saisons et tiens je vais cuisiner tel ou tel produit. Et moi c'est quelque chose sur lesquels où j'ai passé des très bons moments, parce que tu prends goût avec les maraîchers, avec les producteurs, où ils te font goûter, tiens, à la période des clémentines, on te fait goûter une clémentine. Donc en fait, j'ai toujours été un peu inspiré vers cette cuisine, et c'est un métier que j'ai voulu faire dès l'âge de 8-9 ans. Et en fait, j'ai jamais lâché le morceau, et à partir de l'âge de 16 ans,
déjà, j'étais pas très bon scolaire. C'est des choses où je regardais pas trop. Ça m'intéressait pas trop. Les professeurs m'intéressaient pas trop dans leur façon de t'expliquer ce qu'était la géographie, les maths, les français, et ainsi de suite. Donc j'ai vite décroché sur cette partie-là. Et en fait, j'ai enquillé sur un CAP de cuisine pendant 2 ans. Et en fait, pareil, en cuisine, quand il y avait des gâteaux, des desserts à l'assiette, en fait, le chef voyait que j'étais plus attiré vers ce côté un peu plus gourmand, sucré. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aussi bien faire un CAP de pâtisserie, parce que les deux vont très bien s'associer. Et je regardais un peu à cette époque-là les maisons qui me faisaient rêver. Il y avait Place de la Madeleine Fauchon, il y avait Ediard, il y avait Dalloyau, il y avait Le Nôtre. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, on peut en voir, mais c'était des maisons qui étaient très reconnues. Et je voulais faire du luxe, je voulais vraiment faire du haut de gamme, quoi. Et je me suis dit, tiens, un jour, je vais aller postuler chez Fauchon, parce que c'était une maison qui était à la lumière de la place parisienne. Il y avait ce monsieur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Pierre Hermé. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout à cette époque-là. Hein. C'était quelqu'un qui était pour moi que je connaissais pas du tout, quoi. Je connaissais des noms en cuisine, mais des chefs, mais en pâtisserie, on n'en entendait pas beaucoup parler, hormis Gaston Le Nôtre. Après, au Philippe Concicini qui est arrivé, Pierre Hermé, et en fait, j'y suis allé au culot. Je suis rentré place de la Madeleine. C'était en 89, 89, voilà, ça date. Et j'avais mon petit CV et j'ai demandé à voir le chef pâtissier pour proposer une candidature en tant qu'apprenti, quoi. Et il y avait monsieur Hermé qui était dans la boutique, qui m'a reçu, il a vu mon CV et il a dit écoutez, il m'a demandé pourquoi je voulais faire ce métier-là, je lui ai expliqué. Et puis il m'a dit ok, bingo, on y va et je vous embauche à partir de l'année prochaine en tant qu'apprenti. Et ça faisait. Il n'avait pas énormément d'apprentis. Je crois que historiquement, chez Fauchon, je devais être le deuxième apprenti qu'il y a eu en pâtisserie Place de la Madeleine chez Fauchon. Après, il y en a eu d'autres. Mais il y en avait un qui était de deuxième année. Et en fait, Pierre Hermé, il m'a dit voilà, moi ça m'intéresse en première année. Donc comme ça, j'en ai un première année, un deuxième année. Et historiquement, dans les années 90, Fauchon n'avait pas pris d'apprenti. Okay. Et en fait, je faisais partie du deuxième apprenti que Pierre Hermé a eu dans ses mains, quoi. Bravo. Donc voilà un peu l'histoire. Donc je suis resté après pendant des années dans la pâtisserie et je suis jamais retourné en cuisine. J'adore faire la cuisine à la maison. Ça va être du last minute, c'est de la cuisine improvisée. Un peu comme mes parents le faisaient, quoi. C'est de dire tiens, ce soir j'ai du monde à la maison, qu'est-ce que tu vas faire, Christophe, à manger? Je vais aller faire les courses et je vais voir ce qu'il y a sur les étalages et je vais faire la cuisine par rapport à ça. Et en pâtisserie, tu fonctionnes comment? Je fais pas de gâteau chez moi. Comme tous les pâtissiers. Je fais pas de gâteau parce que la pâtisserie à la maison, c'est super compliqué dans le sens où il faut la maryse, il faut la corne, il faut le cul de poule, il faut le fouet, il faut le petit congélateur, il faut le four, il faut des plaques, il faut des feuilles, il faut des cercles. C'est compliqué de faire un gâteau, il faut énormément de matériel, quoi. Et dès que nous, en tant que pâtissier, il va nous manquer un truc, on n'a pas la bonne corne ou la bonne maryse, ou le bon fouet, la bonne taille par rapport à ce qu'on va monter en termes de crème, tout de suite, ça part un peu au drame, quoi. Donc, on va plus se dire, moi aujourd'hui, j'ai plus me dire, alors si je fais une pâtisserie à la maison, ça va être une tarte fine aux pommes, ça va être une crème caramel, ça va être un riz au lait, mais ça va être quelque chose de très simple. Ça va être des fraises, voilà, que je vais agrémenter avec un zeste de citron, un peu de poivre, des trucs dans le genre-là, mais ça va pas je vais pas me lancer aujourd'hui à faire du feuilletage. Quand des fois j'entends des gens ils disent ouais putain moi j'ai fait une galette. Et je suis ouais mais quel rêve. Moi franchement je jamais fait, quoi. Donc je vais plus aujourd'hui avoir une démarche, soit aller acheter une pâtisserie à la concurrence pour voir en fait ce que fait mes confrères pour goûter. Ça me permet aussi de voir ce que font les autres. Ou soit je vais faire vraiment un truc last minute, c'est couper une mangue, je vais faire un petit sirop avec une petite infusion. Et puis j'ai versé ça sur l'assiette et puis voilà, quoi. Le week-end dernier j'avais du monde à la maison, j'ai fait des fraises, une salade de fruits, j'ai cuté des fraises, une mangue, j'ai fait un petit sirop à base de jus de fruits menthe, voilà, un peu de glace pilée et puis voilà, ça fait une salade de fruits, quoi. Tout le monde était content, ils ont trouvé ça génial, quoi. Oui, mais c'est le principal.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as retenu, ce serait quoi ton plus grand apprentissage de ta première expérience en tant que pâtissier chez Fauchon avec Pierre Hermé, etc. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, tu vois, que tu as appris et qui a marqué ton métier de pâtissier et la manière dont tu vois ce métier? Comme je dis souvent à mes équipes, moi j'ai rencontré Pierre Hermé à travers mes 2 années d'apprentissage chez Fauchon. Donc, j'étais dans une des plus grandes maisons parisiennes, connue mondialement, une grande renommée, avec un des meilleurs chefs à cette époque-là, voire celui qui a énormément fait bouger les choses en pâtisserie. Moi, j'avais 18 ans à cette époque-là, j'étais un peu en mode rebelle et en fait, ça a été quelqu'un qui m'a encadré sur un rythme de vie, sur un vrai savoir-faire, un savoir-être aussi, c'était super important. C'est d'avoir en fait une ligne de conduite par rapport à un métier, par rapport à un savoir-faire. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a appris en fait à être dans la rigueur. Donc, quand je dis dans la rigueur, c'est pas que dans la rigueur du travail, c'est dans la rigueur aussi de la vie, de venir à l'heure, de te présenter au travail avec une tenue propre, repassée. À cette époque-là, les pâtissiers, on avait tous quasiment les cheveux longs et on était tous rasés au cordon, quoi, un peu comme l'armée. Et voilà, ça faisait partie des codes où si vous arriviez dans un laboratoire, vous n'étiez pas rasé, hop, on vous renvoyait à la maison en disant voilà, tu vas te raser et tu reviens quand tu seras propre, quoi. Donc aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé cette époque-là, c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. C'est une autre génération, c'est différent. Les gens ont un autre centre d'intérêt. Alors je dis pas que c'est moins bien, mais que les choses ont évolué dans du bon sens et du mauvais sens. Mais moi, à cette époque-là, voilà, c'était dans ma tête, c'était de me dire voilà, je vais apprendre le maximum de choses avec cette personne-là et dans cette maison-là, parce que c'est pas toute la vie. Et Ouais. je m'étais dit demain, moi, dans ma tête, je me dis demain, j'ai envie de devenir j'ai envie d'être chef comme le chef qu'on est en train de m'apprendre, quoi, devenir un grand chef, quoi, dans une grande maison. Et je m'ai toujours fixé ça comme objectif. Et le but, c'était d'apprendre le maximum de choses en très peu de temps, quoi, pour pouvoir demain devenir quelqu'un qui transmet ce savoir-faire, quoi, qui permet de repasser le témoin avec les personnes avec qui je travaille aujourd'hui au sein de mes équipes. Oui, effectivement. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Le dessert parfait, pour moi, il n'y en a pas. Le dessert parfait, je ne vais pas dire que c'est une crème caramel, une crème brûlée ou un millefeuille. Pour moi, c'est le dessert en fait qui il va plus exister. On va proposer en fait un gâteau, une tarte, une mousse, une salade de fruits, et qui va faire que moi, en tant que pâtissier, il va se retrouver à un moment donné en fait autour d'une table, bien souvent, c'est le cas, avec X personnes, et en fait ce gâteau va être consommé et il va plus être là. Pour moi, ça c'est le dessert parfait, parce qu'à partir du moment donné où il y en a plus, on a tout gagné, quoi, en tant que pâtissier, quoi. C'est qu'on a transmis en fait une saveur, un mélange de saveurs. On a construit en fait quelque chose à la base qui n'existait pas. On est parti sur des produits, quoi, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, ainsi de suite. On a fait des mélanges, on a mélangé des saveurs, on a agrémenté des fois des choses où on va oser, c'est sur des épices, des associations de saveurs avec du chocolat et des fruits, ou des fruits exotiques avec des fruits un peu plus je sais pas, moi je prends de la passion avec de la framboise, des trucs dans le genre. Alors, ça paraît un peu bénin aujourd'hui, mais il faut savoir trouver les bons équilibres. Et moi je dis souvent, moi je suis magicien et pâtissier, dans le sens où moi j'adore la magie, hein. Quand je vais à des spectacles de magiciens, j'adore, et je l'associe en fait à mon travail, parce qu'un magicien en fait c'est quelqu'un qui va réfléchir à élaborer un tour de magie pour que ça marche, pour qu'on reste bouche bée, à se dire waouh, putain, comment il a fait le magicien, je suis bluffé, quoi. Putain, il m'a complètement emporté dans un truc, et je suis bouche bée, quoi. Je reste sur ma faim, quoi. Je dis putain, j'ai envie de savoir comment il a fait. Et en fait, moi, la pâtisserie, je l'associe à ça, c'est que je vais prendre X ingrédients, et je vais réaliser un gâteau. Et ce gâteau, en fait, il va être amené à un moment donné à apparaître dans le partage. Bien souvent, c'est jovial, hein, la pâtisserie, elle est amenée du côté de quelque chose de gai, de jovial. Et à un moment donné, ce gâteau, il va disparaître. Il n'en aura plus. Il ne restera plus que quelques miettes. Et en fait, c'est comme un tour de magie. Et pour moi, ça, c'est le gâteau parfait, quoi. C'est la pâtisserie parfaite, quoi. Comment est-ce que tu arrives à mettre un peu de magie dans chacun de tes desserts?
Est-ce qu'il y a un ingrédient Non, moi la pâtisserie, celle que je concevais il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même encore aujourd'hui, et encore sur les nouvelles cartes avec qui je suis en train de travailler sur l'été prochain, parce que chez Angelina, on travaille toujours sur des cartes quasiment un an à l'avance. Donc en ce moment, on est en train de travailler sur la carte été, mais pour l'année prochaine, parce qu'on rentre dans la saisonnalité au niveau de l'été. Donc c'est mieux de travailler des produits quand vous êtes en été pour l'été. Si je devais travailler des produits en hiver pour la gamme été, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que vous n'avez pas, t'as pas la matière première. Si tu veux des bonnes fraises, des bonnes framboises et des produits de saison, en hiver c'est plus complexe. Quand est-ce que là, en étant vraiment sur la période saisonnière, on arrive plus facilement à se projeter sur une gamme d'été, qui est beaucoup plus simple. L'ingrédient, oui, c'est toujours travailler sur des matières nobles. Quand je dis matières nobles, c'est travailler sur du bon beurre, c'est travailler sur de la bonne crème, c'est travailler sur une bonne matière première. Ça peut être un très bon chocolat, ça peut être une bonne purée de fruits, ça peut être des très bons fruits. Alors des très bons fruits, c'est de plus en plus compliqué parce que au fur et à mesure des saisons, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des bons abricots. Alors vous allez avoir des bons abricots qui vont durer une semaine, 15 jours. Après, vous allez passer sur un autre producteur, sur un autre maraîcher, et qui va faire que votre produit va être différent. Les framboises, c'est pareil. La fraise, c'est pareil. La fraise, on sait que là, on est dans une bonne période au niveau de la fraise. Et elle va redescendre en fait en termes de qualité d'ici 15 jours, 3 semaines, courant mi-mai, mi-juin. Juillet, août, on sait que c'est compliqué. Après, on va devoir de nouveau avoir la fraise remontante au mois de septembre. Donc, en fait, moi j'essaye à travers mes mélanges, on va dire, de pouvoir pallier en fait à une palette de goûts qui va pas être modifiée par rapport aux produits qu'on va acheter. Donc c'est ça en fait la complexité de notre métier, c'est que quand on va proposer, aujourd'hui on travaille sur des cartes, quand vous êtes dans des grandes maisons, on travaille sur des cartes où elles sont imprimées avec un certain nombre de tirages. Quand vous proposez le fraisier, nous on propose le fraisier chez Angelina de partir de avril à septembre. Après on arrête, parce qu'on sait que la fraise elle perd en qualité, et vous aurez toujours de la fraise, mais on va la payer super cher. Et elle ne sera pas forcément meilleure. Déjà, on sait que sur la période où vraiment il commence à faire très très chaud, c'est sur le mois d'août, la fraise, elle est un peu plus compliquée. Alors des fois, on va se dire, on arrête le fraisier pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'on ne trouve plus le produit. Voilà, on préfère dire à notre consommateur, écoutez, le fraisier, voilà, il n'y en a pas en ce moment parce que la fraise, c'est compliqué, que de se dire, on va proposer un produit et en finalité, il ne va pas être bon et le client va être déçu. Alors c'est pas évident, c'est une gymnastique qui n'est pas évidente. Des fois, le producteur, on travaille sur certains volumes qui font que des fois le producteur, il y a une pénurie, il y a, un problème de livraison. Et on va préférer se dire, on fait pas le fraisier. Alors, je prends l'exemple du fraisier, mais ça peut être un exemple d'une tarte abricot, c'est souvent sur du produit frais et fruits. Donc, on préfère dire, pendant une semaine, 15 jours, il n'y a pas le produit. Au moins, on est sûr de ne pas décevoir le client, quoi. Et tu disais tout à l'heure que donc là, vous êtes en train de préparer la carte de l'été prochain. À quel point est-ce que entre 2 années, la carte, elle change ? Est-ce que, je sais pas, vous avez une thématique sur chaque année, tu vois, en se disant, je sais pas, cette année, c'est un été à Paris, j'en sais rien, et du coup, tu fais des desserts selon une thématique. Est-ce que tu reprends un petit peu les classiques, comme le fraisier, etc., mais t'essayes de les twister un petit peu ? Comment est-ce que ça se passe ? En chez Angelina, on a les permanents, les classiques, qui sont c'est les fondamentaux au niveau de la pâtisserie. On appelle ça les grands classiques de la maison Angelina, même des grands classiques de la pâtisserie française. Donc ça va être le Mont Blanc, ça c'est l'incontournable, c'est obligé, celui-là on n'y touche pas. Après on a un Mont Blanc de saison, sur lequel on va travailler selon la saisonnalité et selon les tendances de goût aussi. Là, par exemple, en ce moment, en ce moment, on va être sur un Mont Blanc framboise à la rose. Donc, ça va être cette tendance-là. Après, l'hiver dernier, on était sur un Mont Blanc caramel. Donc, tous les ans, en fait, on a 2 nouveaux Mont Blanc qui changent par rapport à la saison. Donc, ça fait partie des best-sellers de la maison. Donc, on n'y touche pas, le Mont Blanc classique. Après, on va avoir le millefeuille, l'éclair chocolat, la tarte citron, le Paris-Brest. Donc, ça, c'est des choses qui sont figées.
qui fonctionnent très très bien en termes de vente et en termes de volume. Ça sera toujours, on le voit à travers nos ventes, c'est le Mont Blanc, le millefeuille, éclair chocolat, tarte citron, pareil Brest. Donc les gens en fait viennent chez Angelina pour retrouver en fait ces grands classiques de la pâtisserie française, voilà, sur lesquels on maintient un goût régulier, qui est constant toute l'année. Et après, on va avoir entre 6 et 10 pâtisseries en fait, qui vont venir se greffer à cette collection, parce que maintenant on dit collection, on dit plus gamme, ça fait mieux, où ils vont venir en fait se greffer par rapport à travers les saisons. Donc chez Angelina, on a une carte printemps-été, qui va rester pendant 6 mois, où on va avoir des produits qui vont tourner pendant 1 mois et demi, 2 mois. On va travailler, en ce moment on est sur la rhubarbe. Donc on la travaille pendant 1 mois et demi parce que c'est vraiment la saison de la rhubarbe. Après on va travailler plus sur de la fraise, plus de la framboise. On va travailler après à un moment donné plus sur de l'abricot. On va travailler plus sur de la figue. Donc on va avoir des produits comme ça. Alors, c'est un produit de saison, on appelle ça, et qui va rester pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ok. Et on a fait exactement la même chose sur la collection automne-hiver. D'accord. Est-ce qu'il y a une saveur justement qui t'évoque ton arrivée chez Angelina? Bah oui, c'est la pâte de marron, c'est la châtaigne, ça fait partie de l'ADN de la maison. J'ai jamais autant travaillé la châtaigne depuis que moi je suis chez Angelina. C'est des kilos et des kilos de pâte de marron, de crème de marron qu'on utilise pour fabriquer nos petits Mont Blanc. Donc oui, et moi en fait j'ai appris à travailler ce produit. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que la châtaigne, moi je m'aperçois qu'en fait on peut l'associer mais à plein de saveurs. Elle est magique en fait. C'est un produit qui est magique dans le sens où vous pouvez aussi bien l'agrémenter avec un produit acide, Ouais. de la passion, du citron. On a fait un Mont Blanc citron, on a fait un Mont Blanc passion. Un produit fruits rouges qui marche très très bien. Et après c'est des produits comme le caramel, le spéculoos, le praliné, la pécan, la noisette. Et en fait, ça s'agrémente avec beaucoup de choses, quoi. Et au début, je ne me pensais pas. Moi, la châtaigne, je me dis, ouais, ça marche très très bien avec la chantilly ou le chocolat. Et je n'osais pas trop, quoi. Et en fait, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, en apprenant en fait à travailler la châtaigne, qu'en fait, c'est un produit qui se marie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi tes 3 associations préférées avec la châtaigne? Alors moi, j'aime beaucoup la châtaigne avec le caramel, le praliné. Je trouve que c'est un mariage qui se fait très très bien. Et après, tout ce qui est fruits un peu acides. Citron, passion, kumquat, la clémentine. On a fait des essais sur la clémentine. Ouais, ça marche très très bien, ça switche bien. Ouais. Et comment est-ce que tu as appris un peu à travailler la châtaigne? Qu'est-ce que tu as vu en fait je sais pas, de différent par rapport à toute ton expérience précédente? Là, de devoir la travailler énormément, qu'est-ce que tu as appris? Le feeling, tu le fais un peu comme un peintre, dans le sens où il va mélanger des peintures, des couleurs en se disant ah, tiens, il va oser un jaune un peu plus. Alors je parle de peinture parce que je fais de la peinture. Okay. Et en fait, c'est un peu. Alors moi, j'associe la pâtisserie beaucoup avec des choses de la vie. Là, je parle de peinture parce que un peintre, bah voilà, il va oser sur des couleurs. Il va oser mélanger du jaune avec, je sais pas moi, du vert, ça va créer une autre couleur. Et ben la pâtisserie, c'est un peu pareil, c'est un peu comme ça que moi je la conçois, c'est de se dire à un moment donné, tiens, je vais prendre un peu de purée de passion, je vais prendre un peu de châtaigne, je vais mettre ça dans une petite cuillère, et puis je vais goûter ce que ça fait au niveau du palais, quoi, ce qui se passe. Comment ça va, les arômes vont se mélanger, est-ce que je sens un peu plus d'acidité, un peu plus d'amertume. Donc c'est un peu une palette de produits que je vais avoir devant moi, parce que c'est important d'avoir un visuel, déjà rien qu'au niveau des couleurs, ça permet comme un peintre, ça permet en fait d'identifier telle couleur avec telle saveur, et de se dire tiens, je prends une cuillère, je vais prendre un peu de ça, hop, je goûte, et puis je vois ce qui se passe, quoi. Et je vais faire le même exercice avec 1 ou 2 confrères, on va dire tiens, regarde, goûte ça, je vais dire tiens, à Hugo ou à Tienne, tiens, mélange ça, regarde, mélange ça et goûte. Et je regarde en fait comment la personne elle réagit. Et ça en fait, je trouve que c'est super magique parce que
Et c'est ce que j'adore dans les dégustations quand je fais je fais des dégustations de pâtisserie avec mes collaborateurs, avec ma direction, le marketing. C'est que quand je leur amène un gâteau, il y a le côté visuel. Donc, on voit au niveau des yeux comment les gens vont réagir. Donc, il y a les yeux qui s'ouvrent en grand, les gens disent rien, on sent que ça commence un peu à avoir un peu de brillance. Alors, déjà, il y a un message qui est en train de passer, quoi. Et après, au niveau de la coupe, déjà que le gâteau il se coupe bien, on a une belle coupe. Et puis après, vous passez à la phase de dégustation. Et là, les gens... Alors moi, il y a un truc que j'adore, et c'est ça où on se dit, ouais, j'ai un côté un peu excitation. Je ne vais pas dire que c'est un orgasme, mais quand vous faites goûter un gâteau et il se passe rien, vous dites rien, hein, vous dites pas ce qu'il y a dedans. Les gens mangent, tac, ils goûtent et ils y retournent. Et ils en reprennent encore et encore. Là, c'est bon, on a tout gagné. Là, on sait que le truc, il est dans la perfection. Parce que c'est dans la gestuelle, en fait. C'est là où je vois que les gens, en fait, ils vont y retourner sans rien dire. Parce qu'il y a ce côté gustatif qui fait qu'à un moment donné, ça vous a éveillé, en fait, des sens. Quelque chose d'un plaisir. Bah, c'est la pâtisserie, c'est une association avec le plaisir. Hein. Et en fait, ce côté plaisir, en fait, vous allez y retourner. Alors, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et quand, en fait, on a réussi à faire ça, à transmettre, en fait, ce message, bah, moi, j'ai tout gagné, quoi. Il y a besoin de rien dire, quoi. C'est juste dans la façon, en fait, la personne va montrer sans rien dire, en fait, que le gâteau, il est top, quoi. Et ça, en fait, qui est magique dans la pâtisserie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Bah là, il y a vraiment un côté, comme tu dis, tu vas voir les gens qui se régalent, Et puis en plus, je trouve que quand tu dis pas ce qu'il y a dedans, t'as aussi tout le côté « Ah, qu'est-ce que c'est Ouais, je connais ce goût. » Ouais, parce que quand tu vas dire aux gens ce qu'il y a dedans, et c'est exactement ce que je disais hier lors d'une dégustation pour la future carte été, et j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises, c'est de donner en amont, en fait, une feuille avec la photo du produit et en mettant tout le descriptif du produit. En fait, la personne va lire ce qui est dedans. Et en fait, il va y avoir un côté où, en fait, alors c'est la personne va voir crémeux caramel. Bah, tout de suite, la personne va dans sa bibliothèque gâteau, on va dire, moi j'appelle ça bibliothèque gâteau, dans sa mémoire, elle va se projeter sur quelque chose, sur un goût, qui ne sera pas forcément au rendez-vous du gâteau. Donc il peut y avoir une déception. Parce que tu as fait une lecture sur un mot, et toi, en fait, le fait de se dire ouais, noisette, ou je sais pas, moi, praliné ou spéculoos, et ben, inconsciemment, en fait, ça va te rattacher à quelque chose. Donc c'est bien souvent un rappel sur quelque chose que tu as goûté quand tu étais plus petite, on va dire. Souvent, c'est des liens avec l'enfance. Et c'est pour ça que je le fais, mais j'aime pas trop le faire. De donner le descriptif du gâteau et après de le goûter. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un exercice qui est complètement différent. Parce que la personne ne se projette pas pareil. Oui, enfin, puis moi je trouve aussi, du coup tu fais moins attention aussi à ce que tu manges. Parce que quand tu sais pas ce qu'il y a, t'as forcément envie de savoir. Et du coup, je trouve que tu t'arrêtes vraiment et tu analyses un peu toutes les saveurs qu'il y a vraiment dans ton palais. Versus, tu vois, je sais pas si tu dis c'est citron ou caramel. Mais en fait, peut-être que tu vas quasiment pas sentir le crémeux caramel et tu vas dire oui, en fait, ok, d'accord. C'est tout à fait ça. Et l'exercice aussi intéressant, c'est quand tu vas manger dans un restaurant et que je sais pas si tu as déjà eu fait cet exercice-là, mais de pas en fait de pas avoir le choix de ce que tu vas manger. Ouais. En fait, on te donne pas la carte. Et ça, moi, c'est un exercice que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Parce que en fait, tu te projettes pas quoi sur ton plat ou sur ce que tu vas déguster. Et en fait, tu es vraiment dans la découverte totale du produit. Donc, on t'amène une assiette, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et en fait, quand tu vas goûter le produit, tu vas être beaucoup plus sensible parce que tu vas rechercher ce que tu es en train de déguster. Tu vas avoir un côté où tu vas avoir un côté plus curieux. Quand on te présente une carte et on te met le descriptif du produit et que tu as fait le choix de choisir ce produit-là, le travail n'est pas le même.
Oui, puis tu vois, la dernière fois, je mangeais chez William Frachot à Dijon, c'était un dessert de Jérémy Parmentier que j'avais interviewé pour Papy. Et en fait, il me semble que c'était le pré-dessert. En fait, on te l'amenait sans te dire ce que c'était. Et justement, le jeu, c'était de devoir deviner. On te disait, je sais plus combien il y avait de saveurs dans le dessert. On disait, voilà, il y a 4 saveurs. Faut réussir à les trouver. Et j'ai trouvé ça trop bien de le présenter comme ça, en me disant, en fait, et du coup, de le déguster à l'aveugle. Et en plus, forcément, tu vois, t'as des notes d'anis, des petits trucs. Et du coup, je trouve que ça te force beaucoup plus à analyser que quand on te l'amène et on te dit, t'auras poire, anis et tout. Et j'ai trouvé ça trop, trop bien. Tu vois, parce que je trouve que ça rend en plus le repas un peu ludique, de dire, attends, mince, qu'est-ce que c'est? Si, je connais. Et souvent, quand moi je suis dans des... Alors souvent, ça dépend des établissements, mais quand tu t'annonces, tu dis, voilà, t'es pâtissier, t'es chef pâtissier... et qu'on t'amène la carte des desserts, alors moi je dis vous dites au chef pâtissier qui me fait le dessert qu'il veut, quoi. Et je regarde pas. Ouais. Alors sur un plat c'est un peu plus complexe, mais sur une pâtisserie, j'ai dit au pâtissier qui il carte blanche, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, puis en plus je trouve que sinon des fois en plus t'as trop tendance à t'enfermer dans ce que tu connais. Bah oui. Et moi j'évite de le faire parce que je me dis je préfère goûter des choses que je connais pas. Sinon, t'as aussi un peu ce truc de dire, bon, ça, je sais que c'est une valeur sûre et au moins, je serais pas déçue, mais du coup, tu découvres pas forcément quelque chose de nouveau. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ma toute première création, alors je vais dire celle qui a vraiment marqué, on va dire, le lancement de ma carrière, c'était à Monaco. Quand j'ai travaillé au Fairmont Monte-Carlo, où j'ai été sélectionné pour faire le dessert de la nuit de noces du couple princier. C'était sur un concours, et c'était vraiment là, pour le coup, pour moi, une fierté, dans le sens où le couple princier m'avait sélectionné pour faire leur dessert de la nuit de noces. Et en fait, ça a été un gâteau où j'avais envie de raconter une histoire par rapport à la forme, le côté lunaire. En fait, c'était un gâteau qui était en rond, blanc. Donc, il y avait une histoire par rapport à la lune. Il y avait une association aussi avec le miel. Donc, le miel en lien avec les abeilles. Les abeilles représentaient en fait... elles représentent un symbole et une image sur la planète. Et je l'avais associé avec des fleurs. Donc, les fleurs représentent aussi un lien. Et en fait, il y avait un mélange avec ces 3 saveurs, le miel, la vanille, qui est de son côté blanc, pureté, les fleurs, qui amenaient aussi une côté saveur et un côté visuel. Et dedans, il y avait des framboises. Framboise, c'est un produit que moi je trouve qui est magique. Vous le mettez sur du salé, sur du sucré. Vous le mettez le produit qui est complètement neutre comme ça. Il y a ce côté enfantin, où un enfant de 3-4 ans, ça fait partie des premiers fruits qu'il va manger. Parce que c'est un côté facile à manger, qui est magique par rapport à sa dégustation. C'est un produit qui vous transporte. Moi, je trouve que c'est le fruit dans l'excellence, la framboise. Et c'est quelque chose en fait que j'ai agrémenté dans ce gâteau-là. Donc ça a donné une histoire en fait à ce gâteau, côté floral, côté vanille, parce que vanille, c'est un produit qui est noble, qui est riche, qui est bien souvent... c'est une épice qu'aujourd'hui qui est incontournable dans nos pâtisseries. Aujourd'hui, la vanille, c'est obligatoire. Vous prenez un millefeuille, s'il n'y a pas de vanille dedans, une crème caramel ou une crème brûlée ou n'importe quoi. C'est un produit qui nous transporte. Donc la framboise, la vanille, les fleurs, le miel. Et en fait, ça a fait un gâteau qui a, rien qu'en lisant en fait l'histoire de pourquoi j'avais choisi ces formes-là, pourquoi j'avais choisi ces produits. Le couple princier, en fait, sans l'avoir goûté, sans l'avoir vu, ils ont adoré parce que j'avais raconté une histoire, parce qu'il y avait des liens. Et c'est ça, en fait, que moi j'aime bien dans une pâtisserie, c'est qu'il faut qu'il y ait des liens. Il faut qu'on raconte une histoire. Il faut qu'il se passe des choses. C'est pas que le côté gustatif, c'est le côté aussi visuel. Et moi, j'associe la pâtisserie bien souvent aux 3B. Donc que ça soit beau visuellement. Faut que on s'arrête sur le produit. Il faut que ce soit bien construit. Avec des couches de mousse, de crémeux, de croustillant. Quelque chose que quand on le coupe, c'est magnifique, quoi. C'est super bien monté. Et après, faut que ça soit bon. Forcément. Voilà.
Mais oui, alors, dans les ingrédients, j'aime bien la vanille, j'aime bien la framboise et j'aime bien le chocolat. Voilà, si ça répond à ta question. Très bien. Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Bah, c'était hier. J'ai tenté en fait dans une dégustation. Alors, je veux dire, il y a deux trucs. Il y a deux choses hier dans lequel où j'ai créé en fait un gâteau à travers en fait un voyage que j'ai fait au Koweït il y a un mois et demi. Parce que c'est là en fait où en tant qu'individu, en tant que chef, même en tant que pâtissier, on n'a pas besoin d'être chef, mais en tant que pâtissier, quand on est curieux en fait, c'est de se dire voilà, à un moment donné où je vais voyager, où je vais me retrouver dans une région à Paris, même à Paris, hein, ça peut être dans le 13e, vous allez dans le 13e où tu vas du côté de Barbès, moi j'ai fait le marché de Barbès et les marchés dans le 13e, c'est deux cultures différentes, quoi. Les produits sont complètement différents, l'atmosphère est complètement différente. Et des fois, c'est à travers des voyages un peu plus loin où là, je suis parti au Koweït et en fait, j'ai découvert des saveurs, des senteurs, des gens aussi à travers avec qui tu discutes parce qu'ils te font passer des messages, ils te font goûter aussi des choses que tu n'as pas l'habitude de goûter parce que c'était dans des pays qui sont complètement différents des nôtres. Ouais. Donc, c'est aussi des mélanges de saveurs, de safran, d'épices. Donc, c'est ce genre de choses et qui fait qu'à un moment donné, toi, en tant que pâtissier, tu te dis ah tiens, moi j'ai découvert ça aujourd'hui. Tiens, j'ai découvert le safran. C'est quelque chose sur lequel où j'ai pas osé. J'ai pas osé de le mettre dans une pâtisserie ou le miel ou la fleur d'oranger parce qu'aujourd'hui en France, quand tu regardes à Paris, on a très peu de gâteaux à base de miel ou de safran ou de fleur d'oranger. Donc c'est quelque chose en fait où j'ai voulu à travers ce que j'avais découvert à travers un voyage, à travers des rencontres. Et qui font que, tiens, j'ai goûté des choses, des trucs un peu par-ci, par-là, sur du salé et du sucré. Et tu as ton côté olfactif, gustatif, regard, qui est différent. Et tu te dis, tiens, bah, j'ai envie de tenter un truc. Parce que moi, j'ai découvert des choses qui m'ont parlé et j'ai envie de le transmettre à travers un gâteau, tout en mélangeant en fait les saveurs européennes et la marque Angelina. Parce que c'est important aussi de rester dans cet ADN de la marque Angelina. Donc c'était de faire un gâteau à base de miel, de fleurs d'oranger, pistache, tu vois, un côté un peu croquant, moelleux, sucré, alors pas trop sucré, mais c'est en mélangeant ces saveurs-là en fait qu'aujourd'hui je l'avais pas fait chez Angelina, parce que c'était pas Oui. je sais pas dire dans l'ADN, mais c'était pas dans le registre de la bibliothèque gâteau Angelina, voilà. On est plus sur des trucs un peu plus terroir, qui correspondent plus un peu plus à praliné, noisettes, des trucs un peu plus classiques, je vais dire. Et j'ai voulu tenter hier, je l'ai tenté, et j'ai retrouvé ce que je t'expliquais tout à l'heure, où j'ai proposé le gâteau, les gens l'ont vu, ça avait il y avait un côté floral dans la présentation. Les gens ils étaient un peu surpris, parce qu'ils n'étaient pas trop habitués à que je leur présente ce genre de gâteau. Et après, je les ai laissés goûter. Et il y a eu ce truc que je te disais tout à l'heure, voilà, où ils ont pioché une fois, ils ont repioché une deuxième fois, et ils ont dit ah, mais c'est surprenant, c'est complètement différent de ce que tu as pu éventuellement nous faire goûter à travers des dégustations. Parce que il y a eu à un moment donné, une époque, dans un voyage de ma vie, qui fait que tu as rencontré des gens, tu as découvert d'autres saveurs, et j'ai fait ça. Et ça marche, ça marche. Je te dirai ça dans quelques temps quand le produit il va être en vitrine et qu'on va voir s'il il est amené à consommer. Mais déjà, il y a eu ce premier message qui est passé, quoi. Visuellement, il ressemble à quoi? C'est une fleur, ça représente une marguerite. Avec le côté blanc, pétale, l'insert, un petit insert jaune au milieu qui représente le miel. Et dessus, j'ai posé un décor version nid d'abeille. Ça a l'air très joli. Et est-ce que justement, tu vois, tout ce côté voyage, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles saveurs, c'est une de tes principales sources d'inspiration aujourd'hui pour faire des... Comme tu le disais, tu vois, des desserts qui sortent un petit peu, pas de ta zone de confort, mais tu vois, qui sortent un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire? Alors, oui, à travers des voyages, mais oui aussi par rapport à ma curiosité. Moi, je suis quelqu'un qui est assez curieux. Dans le sens où, en fait, quand je vais me retrouver dans un endroit, ou que ce soit dans un magasin
de meubles, de déco. Alors, je vais pas citer des noms, mais une maison que j'aime beaucoup, qui commence par un M, et qui se termine par Monde. J'adore en période hivernale parce que c'est un endroit qui est magique. Je trouve que tu as envie de tout acheter. Et en fait, j'arrive toujours à aller dans ce magasin et en fait trouver une forme ou quelque chose, je sais pas, une assiette, un verre, peu importe, ça peut partir sur un gros truc, quoi. Je sais pas, moi, un meuble ou je sais pas, une boîte, n'importe quoi. Et en fait, dans mon analyse et mon regard va me dire que moi, je vais me projeter sur un gâteau. Sur une forme qui va faire que ça, je vais me dire, tiens, ça c'est un gâteau. Et j'ai des petites histoires comme ça à chaque fois chez Angelina où j'ai créé des gâteaux. On a fait un Mont Blanc pistache, tu vois, qui était complètement vert. Moi, je suis un fan de chaussures. Ouais, ça va te faire rire. Je suis un fan de chaussures, donc j'aime bien avoir des chaussures que les autres n'ont pas. Donc je travaille beaucoup sur des teintes de chaussures. Bon, c'est pas mes chaussures, c'est des tennis. Donc mais en fait, je vais oser dans la couleur et je me dis, tiens, un jour, je vais me faire une chaussure verte. Et quand en fait, le calcéophile s'appelle un calcéophile, c'est quelqu'un qui fait des teintes de chaussures. Et il m'a donné ma paire de chaussures et j'ai vu la paire de chaussures. Mont Blanc pistache. Mont Blanc pistache, voilà, c'est venu de là. Le Mont Blanc pistache, c'est venu de là. L'année dernière, on a fait une palette de peinture avec des macarons. Et j'étais en train de faire de la peinture chez moi. J'avais des macarons, on a un grand monsieur qui commence par un P. Et j'avais envie de goûter ces macarons. Il avait des nouveaux macarons. Et j'étais en train de faire de la peinture. Et j'avais les macarons qui étaient là à ce moment-là, quoi. Et je goûte les macarons. Et j'avais ma fameuse palette de peinture où tu as tout ton mélange de peinture. Et là, j'ai lancé palette et macarons à la place de mettre des macarons à la place des couleurs de peinture. Et en fait, j'ai fait une palette qui représentait une palette de peinture. Et en fait, les trous où tu mets ta peinture, c'était des macarons. Donc ça va être des petits trucs comme ça. Après, ça va être... on a fait un Mont Blanc. À un moment donné, j'ai fait un Mont Blanc inversé, qui était la meringue qui était à l'extérieur et la chantilly qui était à l'intérieur de la meringue posée sur un vermicelle de marron. Okay. Et en fait, c'était une corbeille de pain que j'avais vue dans un magasin qui avait ce côté spirale. Et en fait, j'ai pris les deux corbeilles de pain, je les ai rassemblées. Ça faisait une coque ronde. Et mon Mont Blanc inversé, il est parti de là, quoi. Et c'est c'est des petits trucs comme ça où ça n'a rien à voir. Et tu te dis, ouais, tiens, je vais faire un gâteau où il va y avoir cette histoire. Le gâteau qu'on va sortir pour la fête des mères. Un jour, j'étais sur Paris, je me baladais et je vois une publicité où il y a une main avec un cœur posé dans la main. Alors, je ne sais plus si c'est la main sur le cœur ou le cœur sur la main. Ouais. Bref, il y a un fameux débat là-dessus à chaque fois. Moi, je me suis dit, tiens, mais je vais utiliser en fait, je vais inverser. Il y avait la main où il y avait le cœur qui était posé dans la main. Et je dis, moi, je vais inverser. Je vais prendre le cœur et je vais poser une main dessus. Et en fait, c'est un gâteau qu'on va sortir à la fête des mères. Où alors, il y a une histoire pareille, quoi. C'est que j'avais besoin en fait d'une toute petite main pour mettre sur un gâteau en entremets qui fait à peu près 6-8 personnes. Et on a eu une naissance au niveau de la part du laboratoire, que c'est Valentin, où il y a une petite fille qui s'appelle Maya. Et quand elle a eu 3 ou 4 semaines, en fait, j'ai été chez lui. Il y a quelques semaines avant, il fallait que je fasse une empreinte. Je ne savais pas comment la faire avec de l'argile, c'est un peu compliqué. J'étais chez mon dentiste. Mais pour te dire, c'est drôle. J'étais chez mon dentiste. J'avais une couronne à poser et il a cette fameuse patte là qui fait pour faire ton empreinte et qui prend super rapidement. Et je lui ai demandé où c'est qu'il a acheté ça. Donc ça l'a fait rire. Il m'a dit, écoute Christophe, je vais t'en donner. Donc il m'a donné un pot de chaque où tu mélanges une pâte bleue avec une pâte jaune et puis ça prend instantanément. Donc j'ai été ce jour-là chez Valentin où il avait sa petite fille qui avait 3 ou 4 semaines, je crois. J'ai fait le mélange de la pâte et hop, j'ai posé la main sur l'empreinte. Ça a pris instantanément. Donc il y avait toutes les petites nervures, c'était super. Et en fait, je me suis servi de cette empreinte. Après, j'ai été acheter de l'argile et j'ai posé l'empreinte sur une forme de cœur que j'avais fait déjà en argile, posé l'empreinte. Et après, je suis parti pour faire un gâteau là-dessus. Et voilà, ça s'appelle le gâteau. Il sort au mois de mai. Ça s'appelle l'empreinte. Ah, c'est incroyable. Donc voilà, c'est des trucs en fait où les gens, quand tu leur parles de ça, des fois je m'arrête, je prends des photos, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais Christophe ?
Et Ryan, il me connaît, il me dit ouais, je suis sûr qu'il est en train de penser à un gâteau. Alors ça peut, tu vois, ça peut être une chaise que je vois avec une certaine forme, et je vais prendre la photo et moi je vais me projeter sur un gâteau, quoi. Voilà. Et là, Fête des Mères, pareil, pour Fête des Mères pour l'année prochaine, il y a une histoire avec une photo que j'avais vue où c'est deux visages en fait qui sont rapprochés. Où j'ai envie de faire un gâteau en reprenant en fait ces deux visages, quoi, qui symbolisent en fait l'amour. Oui. Alors, la complicité en fait c'est toujours pareil, c'est que Angelina est présent en Europe, est présent au Moyen-Orient, est présent en Asie, est présent aux États-Unis. Il y a des gâteaux que tu vas pouvoir faire en France, il n'y a pas de souci. Tu vois, le côté bisou, tu vas pouvoir le faire parce que ça représente l'amour. Mais quand tu es au Moyen-Orient, là, c'est un peu plus complexe parce que le bisou, tu vois, il va représenter quelque chose de pas forcément positif par rapport à ces pays-là. Donc il faut trouver, en fait, switcher en fait, un truc où tu as deux visages qui vont se rapprocher mais qui se touchent pas, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu changes complètement de visuel? Est-ce que tu... T'es obligé parce que l'image est différente. Tu vas dans des pays comme le Qatar, le Koweït, où tu vois très peu de gens qui vont s'embrasser, voire quasiment pas. Les gens se tiennent pas la main. L'amour est représenté différemment qu'en Europe. En Europe, on est quand même dans un pays très libre, où les gens se tiennent la main. Tu as un couple qui s'embrasse, que ce soit homme ou femme-homme, ou femme-femme. Aujourd'hui, ça choque plus. Oui. Mais tu vas dans des pays comme le Koweït, le Qatar, ou Jeddah, c'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait bien ouvertes. Donc tu es obligé de changer en fait ton look de gâteau. Et on le voit à travers Saint-Valentin, Fête des Mères. On a une période où on fait Octobre Rose par rapport au concert du sein. Où la forme, en fait, moi la forme, j'ai fait ça représente un sein avec un téton. C'est un gâteau que tu peux pas faire là-bas parce que au niveau de la culture, ça passe pas, quoi. Mais du coup, tu fais quoi? Est-ce que tu fais quand même le même gâteau avec les mêmes saveurs? On va faire le même gâteau avec les mêmes saveurs, mais au lieu de faire la forme du sein, on va faire un gâteau en demi-dôme. Ok. Voilà, donc on va reprendre le logo d'Octobre Rose qui est le nœud qu'on va poser dessus, mais il sera différent de ce que tu pourras trouver en France ou aux États-Unis ou éventuellement l'Asie. Mais ouais, t'es obligé de changer. Et t'es obligé de changer aussi par rapport aux saveurs. Il y a certains gâteaux à l'étranger, surtout la Chine, au début quand on a ouvert en Chine. On a fait un copier-coller des gâteaux qu'on faisait en France, ça n'a pas marché. Parce que la culture chinoise, elle est sur des gâteaux où c'est mou. Tu vois, il faut très peu de croustillants. Ouais. Et c'est des gens dans leur pays, ils consomment avec des baguettes. C'est dans leur culture. Tu peux pas l'enlever, ça. Quand ils viennent en Europe, oui, ils s'habituent, ils ont fourchette couteau parce que ils sont pas dans leur pays. Mais là-bas, Angelina, quand ils se sont implantés, au début, ils voulaient pas mettre de baguette. Mais t'es obligé, t'es dans un pays où c'est leur culture. Dès qu'ils sont petits, ils consomment avec des baguettes. Et ils consomment pas beaucoup de gâteaux, ils vont consommer des fruits, beaucoup de fruits, ou voire pas de dessert. Et en fait, tu t'implantes avec une image, avec une charte française, dans un pays qui n'est pas le tien. Et à un moment donné, il faut te réadapter. Si tu te réadaptes pas en fait à les saveurs et à la coutume du pays, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas droit dans un mur. Donc oui, à un moment donné, tu mets des baguettes. Oui, à un moment donné, tu mets des gâteaux où il n'y a pas de croustillant dedans. Et tu es sur des textures molles. Et tu désucres. Parce qu'ils n'aiment pas trop le sucre, les Asiatiques. Quand tu vas au Moyen-Orient, il faut du sucre à donf. Donc tu vas travailler sur de la pistache, des dattes, des figues, des trucs dans le genre. Donc on change. On change pas tout. Mais il y a certains gâteaux qu'on va faire plus, on va plus adapter sur le Moyen-Orient que sur l'Asie. Et vice-versa. Et à quel point est-ce que c'est compliqué de mettre ta touche personnelle quand tu travailles dans une maison aussi emblématique, tu vois, qu'Angelina, qui a un ADN assez défini, enfin, même si c'est pas non plus complètement cloisonné, mais du coup, comment est-ce que tu peux, toi, ajouter ta touche perso ? Ma touche perso, en fait, elle est associée à une marque qui est Angelina, avec son savoir-être, avec son histoire. Au début, moi, quand je suis rentré chez Angelina, j'avais une culture de pâtisserie où j'ai travaillé pendant presque 14 ans chez Fauchon. Où chez Fauchon, c'était une culture de pâtisserie où tu avais des couleurs assez flashy. On était beaucoup sur le fuchsia, sur le rose. On était sur des lignes très épurées, les gâteaux carrés.
tu vois, où tu étais sur des choses plus modernes. Après, moi, quand je suis arrivé chez Angelina, c'était déjà de comprendre la marque. Ouais. Tu vois, sur laquelle, avec qui tu vas travailler. Comprendre son histoire, comprendre l'atmosphère en fait que tu peux retrouver dans les salons de thé, voir les tendances des plats. Et en fait, j'ai appris en fait de la marque à travers les mois. Pourquoi les gens venaient chez Angelina? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Tu vois, c'est avant tout une histoire. Les gens viennent chez Angelina, c'est avant tout pour l'histoire de la maison. C'est le cadre, tu vois, ce côté vieille France, Louis XV, avec les costumes, genre, je vais pas dire des costumes, la façon en fait que les serveurs et serveuses vont te servir, le côté chocolat chaud, le côté Mont Blanc. Et en fait, c'est une fois que j'ai compris tout ça, alors ça m'a mis un peu de temps. En fait, je me suis dit, je vais être sur une pâtisserie qui va être plus traditionnelle, mais tout en la modernisant. Dans le sens où tu peux faire un millefeuille. Le millefeuille, moi, quand je suis arrivé chez Angelina, il avait une certaine taille, une certaine texture avec des mélanges de crème. C'était une époque où on mélangeait de la crème pâtissière avec de la crème au beurre. Voilà, c'était différent. Donc moi, je l'ai modernisé avec des crèmes plus faciles à faire, dans le sens où il n'y a pas de... on va être sur un mélange d'une ganache montée vanille, avec une infusion à froid qu'on fait avec des gousses de vanille. Et c'est un mélange de cette ganache avec de la crème pâtissière. Donc on est sur quelque chose de plus aérien, moins sucré, avec un feuilletage avec lequel on travaille avec un beurre, avec une certaine saveur, avec une technique de travail qui va faire que ton millefeuille, en fait, il est classique, mais il a une texture et un goût qui est différent de ce que tu peux retrouver dans une pâtisserie plus classique, plus de quartier. Après, ça va être sur le pochage. On va travailler sur un pochage avec une technique de pochage qui est plus moderne, plus sympa, que d'avoir un fondant qui est sur ton millefeuille qui va amener énormément de sucre. Ouais, ok. Donc ça va être ce genre de choses en fait sur lesquelles où j'ai travaillé, où je travaille encore aujourd'hui pour rester en fait dans de la pâtisserie classique, très bonne, mais où c'est sur des saveurs plus onctueuses, plus moelleuses, plus fondantes, moins sucrées. Alors, on désucre de plus en plus. On essaye de travailler aujourd'hui sur des sucres qui sont moins nocifs pour la santé, parce que voilà, c'est aussi, je vais pas dire c'est une tendance, mais c'est aujourd'hui, les gens font de plus en plus attention à ça. Donc oui, c'est aussi proposer des produits sans gluten, parce qu'il en faut toujours 1 ou 2 ou 3 sur ta carte, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des consommateurs qui sont de plus en plus au niveau allergique, au niveau du gluten. On a des produits aujourd'hui, oui, où on est sur du vegan, donc on commence le vegan cet été, donc on va avoir un produit vegan, l'année prochaine on va en avoir 2, on va avoir un produit aux fruits, un produit fruits et après chocolat. Donc oui, c'est des tendances qui changent, parce qu'on a aussi les consommateurs aujourd'hui qui évoluent et qui changent, quoi. Donc voilà, c'est important de prendre cette atmosphère, de la comprendre, parce que moi je me projette, je me mets pas dans l'ADN de la maison, ça pourra pas marcher, dans le sens où il y a certains gâteaux que j'ai fait, que tu t'aperçois qu'une fois qu'ils sont dans le rayon, ça colle pas, quoi. Et on a essayé, on s'est dit tiens on essaye, ils sont bons, visuellement c'est sympa, et souvent dans des dégustations de moi ce que je peux entendre, souvent on le dit ou on ne dit pas, il y a des fois des trucs que je vais oser, mais vraiment oser, quoi, tu vois, casser les barrières de tout ce que je viens de te dire, parce que j'ai envie aussi à un moment donné de dire tiens on essaye, on verra bien, quoi. Tu vois, comme Octobre Rose, on a fait j'ai fait un sein, au début ça interpelle, mais le truc, on y va, quoi, parce qu'on est vraiment dedans quand on sert du sein. J'ai fait un gâteau en forme de sein. Tu vois, au début tu te dis, mais jamais tu aurais vu ça chez Angelina. Et aujourd'hui, ça colle en Angelina. C'est dedans, quoi. C'est un truc qui restera. Je pense que c'est un gâteau qui restera pendant des années et des années.
Et à un moment donné, quand j'ai osé sur des looks et des saveurs, parce que j'avais envie d'essayer et puis de m'amuser, hein, parce que c'est important aussi de s'amuser, ce que je vais entendre en premier, on va dire, ah, ça fait pas en jean. Ouais. C'est ce qui va ressortir en fait, dans le côté visuel. On va dire, ah, mais ouais, c'est bien, Christophe, c'est top, mais non, ça va pas, c'est pas en jean. Parce qu'il y a une atmosphère, il y a un ADN, et qu'il faut que, en fait, que tu sois dans le même fil, quoi, dans le même fil conducteur, sinon, si t'en sors. Alors, tu peux en sortir sur des thématiques Saint-Valentin, Fête des Mères, Pâques, parce que tu es sur un produit éphémère qui va durer 15 jours, 3 semaines. On peut un peu plus sortir de nos sentiers battus, dans le sens où on va oser un peu plus, je vais oser un peu plus. Parce qu'il faut un produit de com, c'est malheureux ce que je vais en te dire, mais oui, il faut un produit qui soit de communication. Et aujourd'hui, on demande un produit qu'il soit de communication, il faut qu'il soit Instagrammable. Tu vois, donc, bah ouais, parce que aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est ça qui fait que les gens vont, sans avoir goûté à ton produit, on va faire une photo, on va faire une coupe du photo, le truc qui coule, c'est super, et puis derrière, ça va être démultiplié, ça va être vu par des millions de personnes, mais on est sur une photo. On n'a pas goûté le produit. Ouais, tu vois à quand on pourra goûter ou avoir les saveurs sur notre téléphone, sur les pâtisseries. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et on est obligé aujourd'hui d'être comme ça, sinon, parce que sinon, on parle pas de la maison. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu ressens face à toute cette tendance-là ? C'est bien, mais je trouve qu'on est sur des choses qui sont très éphémères, quoi. Aujourd'hui, on te juge sur un like, on te juge sur un cœur, on va te juger sur le nombre de followers que tu vas avoir sur ton site. Tu vois, on va dire, combien il a d'abonnés. Tu vois, on va regarder ça, on va pas dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois. C'est tout de suite, on va regarder, il a eu tant de followers ou de likes sur sa photo. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est au détriment du produit. C'est au détriment de tout le travail qu'il peut y avoir en amont, sur tout ce que je viens de t'énumérer au niveau du travail, de la recherche, des saveurs, de l'histoire que tu vas raconter. Donc oui, aujourd'hui c'est facile de prendre un téléphone, tu likes X photos pendant 10 minutes, t'aimes pas, voilà. Aujourd'hui c'est un peu j'aime, je like, j'aime, je mets dans une poubelle. Ouais. Mais ça se trouve dans ce que tu vas pas aimer, il y a tout ce que je viens de te dire au niveau de l'histoire, la personne, comment elle a conçu son gâteau, comment elle a réfléchi au mélange des saveurs. Et ça, sur le téléphone, en fait, aujourd'hui sur Internet, tu peux pas le ressentir. Non, mais c'est clair, puis c'est et réducteur. C'est ça en soi qui est un peu dommage, quoi. C'est que moi, aujourd'hui, avec les gens avec qui je travaille, tu leur dis, tiens, je sais pas, moi, tel pâtissier, il a ouvert une nouvelle boutique à Paris, est-ce que vous êtes allé voir ? Ils vont pas y aller. Ils vont prendre le téléphone, ils vont regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ils vont pas y aller. On va pas avoir la démarche de dire je me déplace, je vais voir sur place. Tu vois, il y a cet exercice aujourd'hui qui n'existe plus. Alors, ça se fait de moins en moins. Moi, je le vois à travers avec les gens avec qui je travaille. C'est qu'aujourd'hui, l'outil de travail, c'est le téléphone. C'est-à-dire, tu as tout aujourd'hui sur ton téléphone, donc tu n'as plus besoin de te déplacer et tu peux aller chercher énormément d'informations. Mais pour moi, ça ne reflète pas la vie, quoi. Il n'y a pas mieux de te déplacer, de rentrer dans la boutique, voir l'atmosphère, les odeurs, l'ambiance, d'acheter un produit, tu sors de la boutique, tu le goûtes, tu vois, et là, là, il y a un exercice qui est super intéressant. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mon fils, donc aujourd'hui, qui a 15 ans, qui est aussi dans une dynamique aujourd'hui qui le bouffe avec tous les réseaux sociaux et le téléphone. Aujourd'hui, je lui dis, Mathéo, mais t'es avec tes potes, mais il fait beau aujourd'hui, sors, retrouvez-vous sur Paris. Faites une sortie. Non, c'est qu'ils vont passer à discuter sur des réseaux sociaux, à jouer sur une plateforme où chacun va être chez soi et puis personne ne se parle. Donc je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux et je trouve que c'est dommage parce qu'on est en train de perdre toutes ces sensibilités et tout ce savoir-être et savoir-faire que les gens ne prennent plus en considération, quoi. Je suis d'accord.
Non, je suis d'accord. Puis je trouve que justement pour la pâtisserie, tu vois, t'as un petit peu des travers aussi. De comme tu dis, en fait, des fois, un dessert qui est pas instagrammable, il serait très très bon, mais juste il n'a pas de coulant, de praliné coulant au milieu. Il peut ne pas être beau, mais Ouais. il peut être super bon, quoi. Moi, je préfère manger un truc qui est super bon, où il va se passer des trucs Ouais. quand tu vas déguster ton gâteau, que d'avoir un truc qui est super instagrammable, qui est joli visuellement, mais gustativement, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. C'est vraiment pas bon. Donc toi, qui es maintenant un pro des Mont Blanc, c'est quoi le secret d'un Mont Blanc réussi? Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme la pâtisserie, celle que je préfère, c'est le Mont Blanc qui va faire qu'on va en vendre tous les jours des centaines et des centaines, que le consommateur va faire qui va revenir et qui va en parler, et qui va en racheter, et qui va faire que le produit va être consommé et qu'il n'est plus là. Si moi, à 14h, 15h, il n'y a plus de saumon blanc dans les boutiques, parce que les gens ont été vers ce produit-là, alors forcément, il y aura d'autres produits qui vont rester. Mais si ce Mont Blanc-là, il fait qu'on est tous les jours en rupture et qu'on en fait de plus en plus au laboratoire, moi je suis super content, quoi. C'est là en fait que tu dis, on a réussi le truc, quoi. Le truc qui marche. Le Mont Blanc pistache, c'est un truc, quand on l'a sorti, ça a cartonné. Il cartonne ce Mont Blanc, quoi. Donc on l'enlève parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi autre chose. Ouais. Mais combien de fois j'entends, Christophe, quand est-ce que tu refais le Mont Blanc pistache? Ouais, moi je vais pas dire que c'est un de mes meilleurs Mont Blanc, hein, mais je pense que oui, je suis en train de te dire non, pour moi c'est un des meilleurs Mont Blanc parce que on est vraiment sur quelque chose qui est, ouais, t'es vraiment dans le cœur de la pistache, t'as l'impression d'être, je sais pas, moi en Sicile, en train de manger des pistaches au bord de la mer, quoi. C'est un truc, quand tu le goûtes, ouais, ça fait waouh, quoi. Et beaucoup de gens me disent ça, quoi. Christophe, le Mont Blanc pistache que t'as sorti, c'est une tuerie, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de Mont Blanc sur lesquels où on m'a fait passer ces messages-là, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on l'a plus à la carte parce que c'est bien aussi de se dire, t'as un truc qui marche super bien, tu l'arrêtes, et ça crée de la déception. Bah, ça crée énormément de déception et de frustration parce que tu dis putain, les mecs ils ont rien compris. Le chef il enlève un gâteau qui marche super bien. Donc, il y a le Chocaf, c'est un gâteau qui marche très très bien. Aujourd'hui, on l'a arrêté parce que c'est un gâteau qui a été compliqué pendant la période du Covid. C'est un gâteau qui prend énormément de temps à faire. Donc on l'a enlevé, les gens ils étaient déçus, ils disent mais pourquoi vous enlevez le Chocaf, quoi? C'est un gâteau qui marche super bien, qui est complètement dans l'ADN historique de la maison. Bah, aujourd'hui en fait on crée du buzz, on crée des gens en parlent. Ouais. Donc, et à un moment donné on va le ressortir et hop, tu vois, ça va, c'est comme le magicien quand il ressort son tour de magie, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi t'aurais aimé recevoir, tu vois, quand t'as commencé la pâtisserie. C'est de te faire plaisir. C'est de faire quelque chose en fait sur lesquels où tu dois te faire plaisir, mais aussi faire plaisir aux autres. C'est ça en fait, la complexité de la gastronomie, que ce soit salé ou sucré, c'est que c'est en fait transmettre deux messages. Le premier message, c'est de faire quelque chose sur lequel tu vas t'éclater. Tu vas vraiment prendre du plaisir. Que tu ne sois pas dans la déception. Alors, tu peux louper une crème, tu peux louper un biscuit, c'est pas un souci, ça tu recommences. Mais c'est de se dire, ouais, j'ai réussi mon gâteau. Ok, il est ce qu'il est. Hein. Il peut être moche, mais il peut être très bon. Après, il peut être très beau et puis moins bon. Mais au moins, c'est de se dire, moi je suis contente. Ouais. Parce que j'ai fait un truc, j'ai passé du temps, j'ai mis de l'amour. Tu vois, tu as fait des choses avec tes mains, quoi, avec le cœur. Parce que si tu le fais déjà contre tout ça, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. Hein. On a un métier qui est un des plus beaux métiers pour moi, dans le sens où on vient travailler pour faire des gâteaux. Non mais tu vois, C'est merveilleux. t'as des gens qui payent Pour manger ces pour gâteaux. pouvoir faire des gâteaux. Moi j'ai Ouais, des c'est gens, vrai. des gens qui viennent au labo, des stagiaires qui viennent de pays étrangers, Ouais. qui payent des formations qui leur coûtent super cher pour apprendre à faire des gâteaux. Moi j'ai 90% de mes équipes au laboratoire, les pâtissiers, où on les paye, on nous paye, on me paye pour pouvoir faire des gâteaux et faire rêver les gens. C'est top, quoi. Et tu donnes du plaisir aux gens.
Donc quand tu fais un gâteau, si tu mets pas de la passion et de l'amour, tu transmets pas ce message à un moment donné dans ce que tu vas donner à tes convives. Et ça peut pas marcher parce que les gens vont le ressentir. Si tu fais à contre-cœur, le message il va pas passer, quoi. C'est obligé. Donc oui, c'est avant tout te faire plaisir, mais aussi faire plaisir aux autres. Parce que moi, il y a certains gâteaux, des fois, j'ai mis un peu moins de... Bah, j'étais pas spécialement emballé parce que ça me plaisait pas trop, mais voilà, je me suis dit, bon, ça va plaire aux autres. Ouais. Tu peux pas, Ouais, sur tous les gâteaux qu'on sort dans l'année, il y en a sans lesquels je suis super content et il y en a d'autres je suis un peu moins content. Mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer celui qui est moins bien. Et ça se trouve, celui qui est moins bien va mieux marcher ou va mieux plaire que celui où j'étais super content. Moi, Mont Blanc, quand je suis arrivé chez Angelina, je trouve que c'est pas un gâteau qui est visuellement qui est fun, quoi, il est ce qu'il est, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose de super sexy. Il est pas féminin. Il est assez brut, tu vois. Ce côté vermicelle, pâte de marron, c'est une couleur qui est marron. Tu vois, on peut pas dire que c'est un gâteau super sexy. Visuellement, c'est pas. Ouais, voilà. Donc, moi, quand j'amenais le Mont Blanc chez des amis qui connaissaient pas du tout, c'est quoi ton truc là, ça ressemble à rien. Tu vois, c'est pas un gâteau qui est super sexy. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Tu vois, il faut trouver un mélange de ça, quoi. Merci pour ce conseil. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, si tu étais une saveur, tu serais laquelle ? Une framboise. C'est quoi la toute dernière saveur que tu as découverte et aimée ? Le safran. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, où c'est quelque chose que j'aurais jamais osé mettre dans une pâtisserie parce qu'on l'associe plutôt à du salé. Et en ayant fait des essais quand j'étais au Koweït, en l'associant avec de la vanille, il faut trouver les bonnes mesures, hein. Tu vois, les bonnes notes, parce que ça peut vite dériver sur du très pas bon. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait des essais et c'est assez surprenant. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues ? Il y en a plein. Il n'y en a pas qu'un. Après, c'est par rapport aussi à ce que la personne va dégager. Il y en a plein. Je vais pas citer de nom parce que je vais en oublier un et ça risque de frustrer des personnes ou pas. Mais il y en a plein. Puis même des gens que je n'ai pas forcément pensé, sur lesquels, en connaissant la personne, enfin, en apprenant en fait avec le temps que tu vas passer avec cette personne-là, va faire que tu vas découvrir des choses, quoi. Mais je trouve que en général dans notre métier, moi je parle de la pâtisserie en général, que ce soit chef ou pas chef ou pâtissier ou toi, je trouve que le côté humain, que tu rencontres une personne et les échanges que tu peux faire, soit autour d'un gâteau, déjà c'est super constructif, quoi. Mais non, je vais pas te citer de nom mais il y en a plein. Alors maintenant j'ai 5 dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat ? Vanille. Plutôt herbe ou épices ? Ah, les deux sont intéressants, hein. Côté herbacé qui est assez intéressant sur tout ce qui est infusion, les verveines et tout ça, là, le citron, la citronnelle, la menthe. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai travaillé sur un éclair citron menthe, tu vois, sur une base de menthe infusée dans de la crème à froid. Les épices, je dirais plutôt herbacé. Je trouve que tu arrives plus facilement à t'éclater sur ce côté herbacé infusion. Les épices, ça peut avoir un côté régressif et beaucoup de gens ne vont pas spécialement adorer. Moi, j'aime bien, toi, faire des petites fraises, tu viens d'équeuter, tu mets un petit zeste de citron, tu zestes un citron dedans, un tout petit peu de sucre, pas trop, et puis tu mets un petit coup de moulin à poivre dedans, tu vois, du poivre de Timut, un peu agrume. Bah, il y a des gens qui aiment bien, et il y a des gens qui aiment pas du tout, quoi. Et c'est assez mitigé, donc c'est soit t'aimes pas. Ouais. Le côté herbacé, tu vois, c'est un côté déjà très féminin. Donc tu arrives plus facilement à embarquer des gens, quoi. Plutôt fruits d'été ou fruits d'automne ? Fruits d'été. Plutôt Paris-Brest ou éclair au chocolat ? Paris-Brest. Oui, Paris-Brest. Je trouve qu'il y
il y a plus de saveur et de mélange de texture que tu peux retrouver dans un éclair. J'adore les éclairs au chocolat, mais j'irais plus sur un Paris-Brest que sur un éclair au chocolat. Et enfin, plutôt Mont Blanc ou chocolat chaud? Je veux dire Mont Blanc, mais les deux associés marchent très très bien, quoi. Un petit peu de morceau de Mont Blanc, un peu de chocolat chaud. Pour venir prendre un goûter à l'Angelina. Non, les deux se marient très très bien. C'est ce qui fait le succès de la marque de toute façon. C'est le Mont Blanc et le chocolat chaud. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit. On dit Mont Blanc et chocolat chaud. On va pas dire chocolat chaud et Mont Blanc. J'entends plus souvent Mont Blanc et chocolat chaud. Oui. D'abord le dessert, après la boisson. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Christophe. De rien. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc quelque chose en rapport avec l'épisode, soit un dessert à refaire, une saveur à tester, enfin ce que tu veux. Je te laisse nous lancer un petit défi. Qu'il fasse un Mont Blanc. C'est assez simple comme gâteau à faire. Est-ce que tu as un conseil pour le réussir? C'est une meringue. Une meringue, c'est assez facile à faire. Après, qu'elle soit pas réussie visuellement, qu'elle soit moche, c'est pas très grave. L'importance d'une meringue, c'est qu'elle soit croquante. Donc ça, tu peux éventuellement... Après, on peut le transférer dans un verre qui est assez simple. Ouais. Donc tu fais une meringue, si elle n'est pas jolie, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu vas venir casser des morceaux pour le mettre dans un verre. Chantilly, ça va. Soit tu es expert, tu as les outils, tu fais monter ta crème toi-même, bien sûr en prenant une très bonne crème à 32% de matière grasse, pas un truc allégé parce que ça ne montera jamais, parce que souvent on dit chef, je comprends pas, ma crème elle monte pas. 12 ou 13% de matière grasse, ça peut pas monter. Donc tu prends une crème de 32% de matière grasse, si tu as un siphon c'est nickel, si tu as un batteur c'est encore même mieux, si tu n'en as pas, tu achètes une bombe de chantilly que tu as en grande surface. Il y a des trucs qui sont très bien, je vais pas citer des noms. Donc, tu mets ta chantilly dans ton verre au-dessus de la meringue, tu achètes de la pâte de marron ou de la crème de marron, tu la mélanges avec un tout petit peu de crème pour la détendre, et puis tu mets ça au-dessus de ta chantilly et terminé, tu as un Mont Blanc. Moi j'ai une question, où est-ce que tu trouves de la pâte de marron? Parce que souvent, quand je vais faire des Mont Blancs, justement, dans les commerces habituels, tu as plutôt de la crème de marron et pas trop de pâte. Crème de marron, de la pâte de marron, tu en trouves très très peu, ou alors il faut aller vraiment dans des magasins très spécialisés. Après, je ne vais pas citer de nom, mais je vais en citer un ou deux. Tu vas au bon marché, tu vas en trouver. Tu vas à une boutique qui s'appelle G2 Tout à Paris. Tu arriveras à en trouver. Après, tu peux l'associer. La crème de marron, bien souvent, c'est ce que tu trouves. C'est beaucoup plus sucré. Ouais. Mais du coup, elle est pareille, elle est plus liquide, donc tu peux moins faire des vermicelles ou ce genre de choses. Plus souple, plus sucré. Mais en cherchant bien, tu arrives à en trouver. Aujourd'hui, on a des outils de travail informatiques là. Tu as juste à cliquer, tu commandes. Mais tu es quand même d'accord sur le fait que ça se trouve moins facilement et qu'il faut faire de plus de recherches. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vas sur un site qui est très connu, t'es livré 24 heures après. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Plusieurs choses, quoi. C'est prendre du plaisir de la vie, prendre le plaisir dans les produits qu'on décide de vouloir acheter. On ne nous force pas aujourd'hui à acheter tel ou tel produit. C'est nous qui prenons la décision de se dire j'ai envie d'acheter telle pâtisserie ou déguster telle saveur. Après, oui, il y a le côté budget, mais moi je privilégierais plus de dire je vais me faire plaisir sur un petit gâteau une fois par semaine ou une fois par mois. Ok, ça a un coût, je le reconnais. Mettre entre 6 et 9 euros dans un petit gâteau, parce que c'est à peu près les prix, on va dire, pour manger une bonne pâtisserie. Et encore que, il y a des petits artisans, des petites boutiques dans les petites provinces qui vendent des très bons gâteaux encore moins chers que ça. Voilà, c'est de se dire, ok, j'ai peut-être des problèmes de santé, mais au lieu d'en manger un toutes les semaines ou un tous les 2-3 jours, de se dire, voilà, j'en mange un, mais un vrai gâteau. Un bon gâteau, avec des vraies saveurs et un vrai savoir-faire. Et mangeons des Mont Blanc. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. J'attends de voir vos Mont Blanc et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Anne Coruble. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses.
La première, noter l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!